Bienvenue à tous à l'Institut Saint-Serge pour cette soirée consacrée à l'œuvre de Charles Péguy et sa réception dans l'orthodoxie. Vous le savez, cette année 2014 a été consacrée à ce centenaire de la mort du grand écrivain Charles Péguy, du grand chrétien, de l'homme de lettres, du poète, et nous savons qu'il avait une relation particulière, ou en tout cas son œuvre, avec l'orthodoxie, ou on pourrait dire inversement que l'orthodoxie affectionne particulièrement l'œuvre de Charles Péguy. Organiser cette soirée ici à l'Institut Saint-Serge, ce n'est pas un hasard non plus, car nous savons que depuis les années 20, il y a eu cet intérêt extraordinaire des orthodoxes russes pour l'œuvre de Péguy, et notamment dans les cercles de l'orthodoxie russe en relation directe avec l'intelligentsia française, à travers notamment la création d'un studio franco-russe qui a fonctionné et qui était un haut lieu d'échange, et dans lequel s'illustrait le fils aîné de Charles Péguy, Marcel Péguy, dont il est à peu près avéré qu'il a été baptisé orthodoxe et qu'il a vécu une dizaine d'années dans la première paroisse orthodoxe française qui fut inaugurée ici même à l'Institut Saint-Serge par une célèbre liturgie célébrée au-dessus de nous dans l'église pour la Saint-Martin le 11 novembre 1927. Plusieurs professeurs de l'Institut Saint-Serge ont fréquenté assidûment la poésie de Péguy, l'ont étudiée et ont eu des thèmes communs dans leur œuvre. Je pense en particulier au professeur d'agiologie, Georges Fedotov, qui aimait particulièrement Péguy et qui, comme lui, a été fasciné, a aimé et approfondi particulièrement la figure de Sainte Geneviève de Paris. Je pense en particulier également à Léon Zander, un autre professeur qui a aimé particulièrement Péguy. Donc un lien étroit entre les professeurs de cet institut déjà et l'œuvre de Charles Péguy. Entre 1900 et 1914, Péguy anima la vie intellectuelle et aussi spirituelle, Michel en a parlé, dans notre pays, mais sa voix française, chrétienne, a eu aussi une portée internationale. C'est dans la boutique des Cahiers de la Quinzaine, rue de la Sorbonne, qu'il rencontre Ilya Ehrenburg, à qui Péguy confie la formule suivante. Péguy parle. Je connais un peu vos auteurs russes. Peut-être les Russes seront-ils les premiers à renverser le pouvoir de l'argent. Fin de citation. C'est aussi de Russie que Péguy entendit monter en 1905 la clameur suppliante des ouvriers de Saint-Pétersbourg. Mais le Péguy reporter, attentif, prophète soucieux de la misère humaine, est porté par le chrétien. Péguy chrétien qui, à partir de 1906, témoigne de plus en plus explicitement de sa foi. Son style devient de plus en plus poétique, avec au centre la référence à la cathédrale. La cathédrale devient donc, vers 1911-1912, le motif central de la poésie, de la vie de Charles Péguy. Péguy est resté pratiquement ignoré en Russie avant 1917. Parce que Léon Bloy a été connu par un remarquable article de Berdiaïev, Claudel a été abondamment traduit, Péguy a été ignoré, donc l'émigration en ce sens a eu le privilège d'être un pionnier de la découverte de Péguy et d'une certaine façon peut-être aussi de la transmettre ensuite dans la Russie moderne. Nikita Struve, pendant votre intervention, vous avez cité l'article dans le dernier numéro du Messager orthodoxe qui s'appelle « Le regard orthodoxe sur Péguy », votre article dans lequel vous dites que même du point de vue théologique, du point de vue de certaines dispositions de l'âme, Péguy était proche de l'orthodoxie, mais même proprement, au sens proprement théologique, il était
dans sa christologie, sa mariologie, et donc, dites-vous aussi, dans son ecclésiologie, très proche de l'orthodoxie qui, pourtant, autant qu'on puisse savoir, il ne connaissait pas. C'est ça. On connaissait mal l'orthodoxie à cette époque-là et on la connaissait assez souvent de façon négative. Alors, comme Péguy se défiait un peu de l'institution ecclésiologique, la sienne, romaine, par là même, il n'a pas connu quand même l'orthodoxie, il ne s'est pas intéressé du tout, il n'en a pas eu le temps. Et puis, il avait son prophétisme à exercer. Et c'est ce qu'il a fait, et c'est pour cela qu'il est toujours vivant maintenant. Adieu, meuse, endormeuse et douce à mon enfance, qui demeures au pré où tu coules tout bas. Meuse, adieu, j'ai déjà commencé ma partance vers des pays nouveaux où tu ne coules pas. Voici que je m'en vais en des pays nouveaux, je ferai la bataille et passerai les fleuves. Je m'en vais m'essayer à de nouveaux travaux, je m'en vais commencer là-bas les tâches neuves. Et pendant ce temps-là, la Meuse ignorante et douce, tu couleras toujours, passante accoutumée, dans la vallée heureuse où l'herbe vive pousse, aux Meuses inépuisables et que j'avais aimées. Moi j'ai toujours, depuis l'âge de 14 ans, ce poème a toujours existé dans mon cœur. Jean-Claude Larcher, nous sommes ici aux éditions et à la librairie L'Âge d'Homme et vous êtes le fondateur et le directeur de la collection Grand Spirituel Orthodoxe du XXe siècle dans cette maison d'édition. Et c'est pour moi une grande joie de pouvoir venir ici pour vous demander de nous parler d'un personnage qui, avec le temps, devient de plus en plus connu et de plus en plus apprécié dans le monde orthodoxe et bien au-delà. Il s'agit évidemment du patriarche Paul. Je pense que tout le monde vous est très reconnaissant que vous avez décidé d'écrire ce livre parce qu'il n'y avait pas de livre sur lui. Alors, quelle a été l'occasion concrète qui vous a déterminé à écrire ce livre? Écoutez, le personnage Paul, sous des dehors de fragilité, était vraiment une personnalité très impressionnante par son humilité, par sa simplicité, et il avait déjà de son vivant une réputation de sainteté qui n'a fait que s'accroître. Et il est certain qu'il avait sa place dans cette collection que j'ai fondée, que je dirige, Grand Spirituel Orthodoxe du XXe siècle, où déjà 20 volumes ont paru. Et ce qui m'intéressait vraiment, c'était de dégager la personnalité spirituelle du patriarche Paul dans ce qu'elle a d'universel. Et donc ce livre veut avant tout être un portrait spirituel du patriarche qui dégage bien toutes ses vertus, tout ce qui, au fond, fait qu'on peut le considérer comme un saint de notre temps. Comme il a des aptitudes, on le nomme assistant à l'école de théologie de Prizren au Kosovo et on l'envoie ensuite à Athènes où il commence à préparer une thèse pendant 2 ans. Là-bas, il est nommé archimandrite et puis comme il a des aptitudes certaines, il est bientôt nommé évêque de Prizren et donc du Kosovo et de la Métochie puisque Prizren est la capitale ecclésiale de cette région dont on a beaucoup parlé. Donc, nous savons qu'il va être l'évêque de cette région. Donc, non seulement il devient l'évêque de Prizren, mais il va rester à ce ministère pendant 33 ans, ce qui est assez considérable avant d'être nommé patriarche. Donc, c'est un signe aussi. Alors c'est un signe aussi parce que quand il sera patriarche, il aura à gérer la situation devenue à ce moment-là très critique du Kosovo et son expérience acquise lui sera évidemment d'une grande utilité. Alors au Kosovo, on doit parler de son activité parce qu'elle a été considérable. Donc il a beaucoup travaillé à développer les paroisses et les monastères. Il a tonsuré beaucoup de moines, ordonné beaucoup de prêtres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que devenant patriarche, il continue à vivre exactement comme avant et avoir vraiment un mode de vie très pauvre. Là encore,
il a une indemnité comme patriarche, mais il distribue tout à des nécessiteux. Il bénéficie de beaucoup de cadeaux, mais il donne tout aussitôt. Il refuse également, comme quand il était évêque, de disposer d'une voiture et d'un chauffeur. Donc il va, pendant toute sa période patriarcale, utiliser les transports en commun ou se déplacer à pied. Alors prenant le tramway. Il y a une photo, je pense. Tout à fait. Il y a une photo, on le voit sortant du tramway, une autre, on le voit dans l'autobus. Et en tout cas, ce train de vie modeste, si vous voulez, était un exemple pour tous, parce que c'est vrai qu'il y avait des évêques qui venaient parfois... L'histoire, parmi les apophthegmes, quand il passe devant, il y a une réunion je crois, des évêques, ça, etc. Oui, oui. Il y a tous des Mercedes et des grosses voitures, et il demande, mais à qui sont ces voitures, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Il sort sur le balcon, il voit beaucoup de grosses voitures dehors, des Mercedes, des 4x4 noirs, il dit, mais à qui sont ces voitures? Et donc la personne qui était à côté de lui dit, mais votre sainteté, ce sont vos évêques. Et alors, sa réponse, c'est, eh bien, qu'est-ce que ce serait s'il n'avait pas fait vœu de pauvreté? Parce qu'il faut savoir, évidemment, que dans l'Église orthodoxe, les évêques sont choisis parmi les moines, et que les vœux monastiques, en principe, sont en vigueur. Voilà. C'est une belle histoire. Oui. Alors, ce qu'il faut dire, dans l'Église orthodoxe, c'est pas l'habitude, comme ça l'était autrefois dans l'Église catholique, que les prêtres ou les membres du clergé célèbrent la liturgie chaque jour. Mais lui tenait, quelles que soient les circonstances, à célébrer la liturgie chaque matin. Et pour ça, il se levait tous les jours à 4 heures du matin. Et quelles que soient les circonstances. Et alors, il y a une anecdote amusante aussi. Il était allé à Moscou pour l'inauguration de la cathédrale du Saint-Sauveur, pour la consécration de la cathédrale du Saint-Sauveur. Il n'était pas prévu qu'il célèbre le lendemain, mais le surlendemain, il ne pouvait pas s'empêcher de célébrer. Donc il a dit à un prêtre qui l'accompagnait, il faut que nous trouvions une église pour célébrer. Rien n'était organisé. Ils sont allés dans une église proche. Et là, les prêtres de cette église étaient absolument surpris de voir le patriarche arriver à ce moment-là, en disant, mais écoutez, nous n'avons pas les ornements nécessaires, rien n'était organisé, parce qu'évidemment, dans l'église russe, les célébrations patriarcales se font dans un grand faste, avec une multiplicité de diacres, de sous-diacres et de servants d'autel. Et il a dit, écoutez, moi je n'ai besoin que de simples vêtements liturgiques, donnez-moi les habits sacerdotaux d'un prêtre, et ça me suffit à célébrer la liturgie. Et tout le monde était absolument sidéré de voir qu'un patriarche pouvait non seulement vouloir absolument célébrer alors que rien n'était prévu, mais aussi le faire d'une manière aussi simple. Et c'est quelqu'un qui était donc très engagé dans la vie concrète du peuple, qui avait conscience que les besoins matériels étaient, comme le disait Berdyaev, des besoins spirituels aussi. Et c'est quelqu'un qui, je crois, avait cette capacité précisément de s'inspirer de l'Évangile et de la tradition orthodoxe en la respectant scrupuleusement pour répondre aux problèmes et aux questions du monde actuel. Oui. Mais il faudrait dire que n'oublions pas que depuis l'année... À l'occasion des 25 ans de l'Association européenne Saint-Vladimir, nous avons pu nous entretenir avec l'un de ses fondateurs, le prince Constantin Mourouzi, entouré de son Altesse royale le prince Sixte-Henri de Bourbon-Parme et du prince Dimitri Chakhavskoï. Prince Constantin Mourouzi, permettez-moi de vous remercier de nous faire l'honneur de nous recevoir au siège social de l'Association européenne Saint-Vladimir. Cette association dont vous avez été le cofondateur avec Vladimir Volkov et le prince Andronikov a récemment fêté son 25e anniversaire. Quels sont les motifs qui vous ont inspiré en fondant cette association européenne, il faut bien le dire, qui porte le nom du premier prince orthodoxe de la Russie? Je dois dire que l'enthousiasme est venu grâce, on peut le dire, à feu l'écrivain très connu Vladimir Volkov, qui dans les années 86, la veille du millénaire capétien, m'a dit «
tu dois faire quelque chose et je te propose de faire un événement médiatique, surtout en 88, qui sera le millénaire du baptême de la Russie et qui succédera au millénaire capétien. Et il m'expliquait la chose suivante, que le millénaire capétien et le millénaire de la Russie ont un lien profond, puisque le grand prince Vladimir, qui a fondé la Russie chrétienne, la Sainte Russie, il lui a donné en même temps la culture grecque, et ça a été le grand départ de l'orthodoxie avec ce fameux baptême dans le Dniepr, baptême collectif à Kiev, n'est-ce pas? Quant aux Capétiens, Hugues Capet avait un lien avec Vladimir, puisqu'ils ont marié leurs petits-enfants. Anne de Kiev étant la petite-fille de Vladimir, et Henri Ier, petit-fils d'Hugues Capet. Vous avez évoqué la célébration de Reims. Absolument. Si je ne me trompe pas, vous l'aviez appelée la célébration des 3 baptêmes. Est-ce que vous pourriez nous parler de cet événement? Le sens de la communion Oui. entre ces 3 significations, le sacre de la christianisation de la Russie, le sacre de Reims, c'était véritablement le rapprochement de 2 essences mêmes de nos valeurs traditionnelles. Nous avions véritablement retrouvé une fraternité dans le retour à la tradition et dans l'espérance à ce que la tradition pourrait nous apporter actuellement. Je pense que la grande différence qu'il y a entre tradition et conservatisme, c'est que la tradition, bien comprise, c'est la réflexion sur l'essence même de nos valeurs et ce que ces valeurs peuvent nous apporter dans le présent. Un vrai traditionnaliste, c'est un architecte. Un conservateur, c'est un bon décorateur. Le 7 septembre dernier a été célébré en la cathédrale de Reims un Te Deum pour y commémorer les baptêmes de Saint Constantin, Clovis et Saint Vladimir. Monseigneur de Foix, archevêque de Reims, accueillait Monseigneur Victor, archevêque de Tver, et Monseigneur Serge, archevêque des églises orthodoxes russes en Europe occidentale. Dimitri Chakhovskoy, vous êtes un des 3 orateurs de ce colloque sur le baptême de Clovis. Votre sujet sur le baptême de Saint Vladimir. Dites-nous pourquoi il y a association de ces 3 noms, Constantin le Grand, Clovis et Saint Vladimir. Je pense que la raison en est relativement simple, c'est que le baptême de Saint Vladimir est l'achèvement d'une Europe chrétienne. D'une Europe chrétienne qui ne se conçoit pas sans ces 3 grands pôles. En effet, le dénominateur commun, ou l'essentiel, c'est la grâce divine, ou la notion de salut, ou la notion d'amour qui prévaut sur toutes les lois. Bien sûr, parfois on est tenté de dire que la Révolution française, avec la Déclaration des droits de l'homme, a marqué un nouveau début. Mais en réalité, quelle loi peut être supérieure à la loi de l'Évangile qui, en fait, nous donne toutes les bases d'une société humaniste et harmonieuse. En plus, je crois qu'il faut souligner une chose particulière, c'est que ces 3 baptêmes, dont la valeur est en fait différente, car dans le cas de Saint Vladimir, eh bien, c'est aussi un préambule à un état de sainteté. Il y a un autre dénominateur commun. C'est le fait qu'à l'origine de ces 3 baptêmes, qui avons-nous? Nous avons 3 femmes. Nous avons Sainte Hélène, nous avons Sainte Clotilde et nous avons Sainte Olga. Et cela donne à réfléchir.
c'est au fond comme une annonciation de l'Europe chrétienne. Et c'est pourquoi je ne m'étonne pas que, par exemple, dès son baptême, Vladimir et son fils Yaroslav le Sage aient placé la Russie sous la protection de la Mère de Dieu. Bien, mais alors, quel est pour vous, en 2 mots, le point commun entre ces 3 baptêmes dont vous venez de nous parler? Il est évident que la base de tout, c'est ce premier empire chrétien à la tête duquel était Constantin. Mais le baptême de Clovis, le baptême de l'Église, nous font penser à cette unité de l'Église, à cette pensée conciliaire commune qui était le fait de l'Église avant le schisme. Et cela me semble le plus important. Chers amis, je suis heureux de vous présenter aujourd'hui une émission sur une thèse qui a été récemment soutenue en Sorbonne. Comme vous voyez, elle n'est pas très volumineuse, mais elle est assez lourde. Et cette thèse s'appelle « Enquête sur une identité nationale et ecclésiale, la Macédoine entre territoire, Église et mythes nationaux ». Cette thèse a été soutenue par M. Goran Sokolovski, ici présent, et nous avons la joie de pouvoir recevoir aussi Mme Violette Rey, géographe et spécialiste des Balkans, professeur émérite de l'École normale supérieure de Lyon, qui a été le rapporteur de cette thèse. Le sujet, contrairement à ce que certains pourraient croire, est d'une grande actualité puisqu'il concerne quelques principes de base de l'ecclésiologie orthodoxe et de l'histoire de l'orthodoxie en Europe de l'Est. Madame Rey, vous qui êtes donc spécialiste de l'Europe de l'Est, des Balkans, de leur histoire, mais aussi de leur histoire religieuse, le titre de cette thèse, qu'est-ce qu'il vous dit? Le cas de la Macédoine est extrêmement intéressant, important. Il y a là un travail tout à fait approfondi, à la fois d'érudits, parce que la dimension historique est très bien cernée, mais aussi c'est une véritable thèse. Et c'est ce qui est bien expliqué justement par cette seconde partie du titre, cette Macédoine et l'ecclésiologie et la territorialité. Je crois que c'est le moment de demander à notre ami Goran Sokolovski, qui est professeur à Saint-Serge, il enseigne la patrologie et il est aussi notre bibliothécaire. Comment est née l'idée de cette thèse? Guidé par un choix affectif lors du démarrage de mon sujet de recherche, vu mon lien intime avec le pays des recherches et avec l'Église orthodoxe. Qui est votre pays d'origine, je crois, il faut le dire. Mon pays d'origine, la République de Macédoine. J'ai été tout de suite confronté avec cette question d'une identité complexe, d'une identité plurielle. Le mythe, c'est s'identifier avec quelque chose. En soi, le mythe, c'est pas quelque chose de négatif. Comme dirait Jacqueline de Roméi dans l'histoire de la Grèce, l'académicien, que le mythe même participe en quelque sorte dans la réalité. Donc, en soi, cette création de mythe, si c'est dans un sens, n'est-ce pas, de tirer en quelque sorte une sorte de fierté de ce qui s'est passé sur un territoire, c'est pas un problème. Donc, dans cette affaire entre Macédoniens et Grecs, on a, si vous voulez, pour moi, une opposition entre l'histoire et la géographie. Pourquoi? Parce que, pour les Macédoniens, ils se servent de ce mythe géographique de l'unité de la Macédoine à travers les temps pour justifier une histoire. Tous les événements qui se sont déroulés sur cet espace appartiennent à nous. Et de l'autre côté, on a la Grèce qui se sert du mythe historique, donc
elle fait appel à cette continuité dans l'histoire de l'Antiquité aujourd'hui pour justifier un territoire. Donc, si vous voulez, les uns et les autres se voient comme des voleurs des territoires et des histoires, et finalement, on n'arrive pas à surpasser ce problème, justement, parce qu'il n'a jamais eu cette notion d'ethnicité, de nationalité dans le passé comme on l'a aujourd'hui. On ne peut pas voir l'histoire de l'Antiquité à travers des lunettes du 19e siècle. C'était projeter des notions modernes dans les temps anciens. Tout à fait. Ça revient à ça. Des anachronismes. Des anachronismes aussi bien donc nationaux que ecclésiaux. Il est peut-être bon, après cet excursus dans les mythes, de revenir maintenant à une réalité dont on sait qu'elle a été bel et bien historique et qu'elle a duré longtemps, c'est-à-dire ce fameux archevêché orthodoxe d'Ohrid qui a duré du 11e jusqu'au 18e. Là, on a quelque chose qui réunit deux éléments qui sont quand même fondateurs, c'est-à-dire le territoire et la religion. L'archevêché d'Ohrid, c'est vraiment une réalité ecclésiale. Donc j'essaie justement de montrer à travers les cartes que j'ai fabriquées à cette occasion que jamais cet archevêché d'Ohrid, ou plutôt il faut le dire archidiocèse, parce qu'archevêché c'est le bâtiment même, archidiocèse en français c'est mieux. Cet archidiocèse d'Ohrid, à travers les cartes, je voulais montrer qu'il n'a jamais fait référence à une ethnicité ou quoi que ce soit, même à l'archevêque d'Ohrid, se signait toujours l'archevêque de Justiniana Prima, c'est-à-dire créé par l'empereur Justinien au VIe siècle, et des Serbes, des Bulgares, ou parfois de tous les Bulgares et des Valaques, donc jamais liés à une nation quelconque. Pourquoi? Parce que justement, l'essence même de l'Église est liée au territoire, c'est une Église territoriale, et à chaque fois, l'Église se définissait non pas par une nation, mais par la ville. Donc on parle de localité. La localité. La localité. Patriarcat de Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche. On parle, n'est-ce pas, de archevêché d'Ohrid, donc c'est une église d'Ohrid, parce que justement jamais la nation n'est devenue en quelque sorte la caractéristique principale de l'église. Aujourd'hui, on peut parler bien sûr d'églises roumaines, serbes et autres, si seulement ça marque la majorité de la population. Donc l'idée c'est de transfigurer aussi bien la nature humaine que les nations. Il ne faut pas que ce soit leur identité d'un côté, mais non plus, il ne faut pas non plus oublier la particularité historique, comme on dit, l'Église est ancrée dans l'histoire. Si vous voulez, entre 1922 et aujourd'hui, quand même, il faut reconnaître, c'est presque 100 ans qu'il s'agit d'un espace ecclésial appartenant à l'Église de Serbie au patriarcat de Peć, mais l'histoire a fait qu'à partir de 1945, il y aura des assemblées ecclésiastico-laïques qui vont revendiquer la restauration de l'archevêché d'Ohrid en tant qu'église macédonienne, jusqu'à 1967, où il y a cette date fatidique où l'église de Macédonie, de manière arbitraire, univoque, va autoproclamer son autocéphalie, et du coup, on parle jusqu'à aujourd'hui de cette église non reconnue. En 2003, l'église serbe a constitué un exarcat, tout d'abord, avec 3 évêques, auquel elle accorde le tomos d'autonomie en 2005, de façon que justement pour cet archevêché, parce qu'il s'appelle archevêché orthodoxe d'Ohrid, de façon qu'on a, si vous voulez, 2 églises parallèles aujourd'hui, même si le but n'était pas d'instaurer une église parallèle, mais de surmonter le schisme.